Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans le Saumurois, à Turcan, un joli petit village connu notamment pour ses artisans d'art. Ils sont pratiquement tous installés dans les Troglots. C'est un village connu aussi pour le tuffeau et pour les vignes. C'est un tout petit village d'à peine 600 habitants, un village d'Anjou sur la rive gauche de la Loire. Des vignobles en haut et des troglots en bas. Turcan posséderait un des réseaux de grottes les plus importantes de France. Après 6 ans de travaux, les 11 cavités ont été rouvertes en 2009 et accueillent depuis une dizaine d'artisans comme Pascal, souffleur de verre. En fait, j'avais 9-10 ans quand je suis entré dans une verrerie avec mes parents, donc une verrerie à la Canne, dans le village de Biote, près d'Antibes. Et je suis tombé amoureux du métier, donc je suis ressorti, j'ai dit à mes parents, je veux devenir souffleur de verre. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier qui est le vôtre, dans cette technique, dans cet art de souffler le verre? C'est une passion, donc en fait, moi, la passion, c'est vraiment on va dire d'avoir un élément solide qui devient mou, qui est orange, je dirais qu'on a quasiment envie de toucher à la main, même si c'est pas possible, et qu'on peut modeler comme de la pâte à modeler, en gros, presque. Et pour moi, c'est super, c'est vraiment une passion, et j'ai pas envie de changer, quoi. Et vous avez des sources d'inspiration particulières? Je dirais que ça vient relativement facilement. Je vais me mettre au travail, j'ai un bout de verre, je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus, et puis je commence à le chauffer, et puis au fur et à mesure, ça vient tout seul, quoi. Et puis après, des fois, c'est en regardant, ça peut être dans la nature, ça peut être un arbre, ça peut être en regardant un magazine. J'ai une forme ou un truc qui m'intéresse, j'ai envie de retravailler sur cette idée-là, et donc voilà, je pars dessus bien souvent, sans avoir fait de dessin ni rien. C'est vraiment la tête qui va travailler au fur et à mesure que je vais avancer, quoi. Comment vous avez débarqué à Turcan alors? En fait, c'est quand le village métier d'art s'est monté à Turcan, la mairie recherchait un souffleur de verre. Et donc, moi, à ce moment-là, l'entreprise où j'étais n'allait pas très bien et s'apprêtait à fermer. Et j'en avais un petit peu ras-le-bol d'avoir un patron derrière moi. Je voulais créer vraiment ce que je voulais. Donc, j'ai monté un dossier pour venir à Turcan. Et puis, j'ai été sélectionné sur dossier parmi plusieurs souffleurs de verre. Là, la carafe, en l'occurrence, je ne peux pas l'arrêter quand j'ai commencé à souffler le fond. Donc là, voilà, j'ai terminé la carafe. Et voilà, comme par magie, des mains de Pascal naît cette délicate carafe à décanter. Un écrin parfait pour le nectar produit chez son voisin Frédéric Filiatro, le nouveau seigneur de la Vignole, un remarquable château caché. La fée électricité en a rajouté. À la nuit tombée, la grande Vignole, ça tient du grand spectacle, en cinémascope. Un panoramique qui donne envie de revenir le lendemain pour s'extasier sur ce château en Troglots qu'a restauré la famille Filiatro. Ici, les petites gens vivaient dans des caves, travaillant pour le seigneur Jean de la Vignole. Et Jean de la Vignole était exécuteur testamentaire de René d'Anjou, du bon roi René, dont on a les traces en fait sur une des voûtes de la cave avec les couleurs du roi René et le R couronné. Et Jean de la Vignole a légué cette partie du domaine à sa fille en le transformant en habitat seigneurial, en château, en cave. Ce qui est un exemple unique dans les Troglots, on peut connaître partout en France et certainement dans une bonne partie de l'Europe. La grande Vignole ou le tuffeau dans tous ses éclats, en version brute et civilisée. Le tuffeau, c'est une pierre très friable. On a un exemple là avec le tuffeau brut
à peine aplati, les pierres de tuffeau taillées pour être rapportées ici et le tuffeau travaillé pour faire la cheminée. Il faut comprendre qu'ici on est à 6 mètres sous terre et que les gens au Moyen-Âge vivaient au départ dans des anfractuosités, des petites grottes pour se protéger des invasions, pour se protéger du froid aussi, et petit à petit on compris que ça se creusait très facilement. Un château caché, mais qui exhibait son noble pigeonnier, coiffé de 5000 ardoises et d'une superbe charpente. Ce pigeonnier circulaire montre que c'était un domaine qui dépendait directement de la couronne de France. C'est un pigeonnier du XVe siècle qui a été changé en pavillon de jardin au XVIIIe, mais on a tenu absolument à conserver une petite fenêtre avec les boulins qui servaient à abriter les pigeons. Le nombre de pigeons correspondait à la surface de terre du domaine et on avait souvent beaucoup plus de pigeons que de surface, un petit peu pour tricher parce qu'on est toujours plus forts les uns que les autres et c'est de là que vient l'expression se faire pigeonner. La vignole, c'est aussi de la vigne, au pied et au sommet du coteau, avec des cèpes qui ont de la bouteille et qui donnent un Saumur Champigny du meilleur tonneau, gloire d'une appellation qu'a popularisé le père de Frédéric. Mon grand-père, lui, était vigneron et fermier. Il faisait un petit peu de vin, mais principalement des rosés avec ses cabernets francs, alors que dans l'appellation, quelques gars faisaient un peu de rouge, mais ce n'était pas une appellation connue du tout. Le Saumur Champigny a pris ses lettres de noblesse plutôt dans les années 70-80, quand mon père a repris d'ailleurs. Il a mis en place des systèmes de vinification qui apportaient beaucoup de fruits, et c'est ce que les gens attendaient. Et à Paris, ça a été un grand boom. Tout le monde voulait du Saumur Champigny, c'était servi un petit peu frais, ça allait sur toutes les tables, toutes les brasseries. C'est devenu un vin classique qu'il faut avoir sur une carte des vins cohérente. Un troglo d'exception où la Loire coule dans les verres. Nous y voilà dans ce fameux paysage culturel, sacré patrimoine de l'humanité. Retour à Turcan, dans l'univers de l'homme qui soufflait dans son troglo. Pour protéger son art, Pascal a eu la bonne idée d'installer un chalet au cœur de la grotte. J'avais déjà entendu parler des troglos, mais j'en avais jamais vu en vrai. En fait, si je suis venu ici après, si j'ai monté mon dossier, c'est que j'étais séduit par ce village, et notamment par les troglos. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont assez magnifiques, parce que il y a eu de l'extraction de pierre, et puis il y a toutes les histoires autour, donc les caves de champignons. Celui-ci a servi pour la culture d'endives aussi. Donc voilà, et je pense qu'on n'a pas encore fini de les découvrir, mais je vais essayer d'en voir un maximum. Quelle est la particularité du vôtre par rapport à ceux de vos voisins ? Ce troglo est partagé en plusieurs parties en fait. Donc il y a la grande partie où nous sommes pour l'instant. Et puis après, il y a un autre troglo à côté qui est à ciel ouvert et dans lequel on va trouver 5 fours à pommes tapées sur plusieurs niveaux. Comment se fait-il qu'il se trouve ici ? En fait, dans le village, il y a eu jusqu'à 240 à peu près fours à pommes tapées. C'est assez exceptionnel et dommage que tout le public ne peut pas le voir non plus. On peut créer du beau avec des matériaux apparemment sans valeur. C'est ce que fait Frédéric Janin. Cartonnier d'art à Turcan, il partage son atelier avec une autre artiste, plasticienne des plastiques. En attendant le début de la saison touristique, Frédéric travaille dans les vignes. Pour moi, être ligérien, c'est être proche de la Loire. Moi, je suis pas régionaliste ni nationaliste. Et j'ai un rapport à être ligérien, pour moi, c'est un rapport à la nature, lié à la Loire, en fait. Et la vigne, je pense, ça en fait partie. Il y a quand même ici des pieds de vigne qui sont plus que centenaires. Donc c'est quand même, c'est chargé d'histoire. Moi, je suis assez sensible à ça, en fait. Ouais. Et vraiment, j'ai été musicien, donc j'ai pas mal bougé. Et j'ai jamais retrouvé ça ailleurs, quoi. Ce rapport à la nature, cette lumière, cette faune, cette flore. C'est très riche ici, en fait. Et je pense que c'est ça. Ça nous rend riches aussi intérieurement, quoi.
Alors j'ai connu Maria parce qu'on a été voisins à une époque. Et puis moi, c'est vrai que le fait de la connaître, ça m'a donné aussi envie d'aller dans la création. Le carton, pour les gens, c'est qu'un emballage voilà, qui sert à emballer un objet, on le déballe, on le jette. Alors que là, voilà, j'en fais quelque chose aussi de noble. C'est faire du précieux avec du banal ou du quotidien. Alors, et du coup, on se rend compte qu'il y a du précieux dans tout, quoi. Même dans les trucs complètement qu'on croit moches. Non, la beauté, elle est partout. Donc la tout cabanée, c'est la chichounette. Et c'est la seule que j'ai faite. J'aimerais bien en refaire peut-être une autre, mais comme j'aime bien faire des choses uniques, bon, voilà. C'est ma tout cabanée. Elle ne touchera jamais la Loire. Et que c'est un petit bateau en carton, donc faut surtout pas qu'elle touche la Loire. Mais elle la voit tous les jours, en fait. C'est quand même un... Je pense que, ouais. Dans ses rêves, elle doit naviguer. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une belle crue. Ah oui, j'aimerais bien voir ça, ouais. Ah ouais. Ça, c'est impressionnant, ouais. Alors qu'il n'y ait pas de... Voilà. Qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait rien de grave, mais bien débordé, oui. Et j'aime bien l'hiver, moi j'aime bien quand elle est très haute. Ça dégage une espèce d'énergie sereine, enfin une puissance. Et puis ça sert à être zen, à s'inspirer, à se ressourcer. Je viens d'une terre à laquelle je tenais énormément, mais ici j'ai trouvé une mère adoptive débordante d'amour. La Loire, c'est vraiment quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. D'un troglo à l'autre, d'un artiste vers un autre, j'avais hâte de rencontrer la céramiste du village et entendre l'histoire de cette pétillante Normande expatriée pour devenir une véritable artiste. J'ai appris le métier il y a tout juste 5 ans. Je suis retournée à l'école et j'ai appris ce métier parce que j'ai découvert que j'étais une manuelle. J'adorais décorer, j'adorais bricoler. Voilà, c'est mon métier. C'est travailler la terre. Alors quand vous dites que vous vous êtes formée il y a assez peu de temps, auparavant vous aviez un autre métier? Oui, j'ai été 6 ans secrétaire d'avocat et 17 ans rédactrice sinistre pour des compagnies d'assurance. Les 10 dernières années de ma vie dans l'assurance, je les ai effectuées sur une plateforme téléphonique. Je suis partie du principe que j'étais arrivée à la moitié de ma vie professionnelle. 23 ans d'activité classique, il me restait l'équivalent jusqu'à la retraite. Et je me suis dit, si je reste dans l'assurance, c'est pas terrible. Je risque de devenir une Tati Daniel acariâtre. C'était une nouvelle aventure qui a commencé pour moi. Et depuis, c'est pas que du bonheur, mais globalement, je dirais à 90%, c'est du bonheur. Ouais. On peut parler de révélation pour vous? Oui, parce que j'avais jamais touché la terre de ma vie. Je savais pas. Donc, je savais pas que pour moi, j'allais finir pas sur une plateforme téléphonique forcément. Pour moi, j'allais faire la secrétaire jusqu'à ma retraite. Oui, c'est une révélation complètement, ouais. J'y vais là? Oui. C'est sûr? Oui. C'est votre dernier mot, Florence? C'est mon dernier mot, Sylvie. Bien joué. Ça veut pas. Si, voilà. Si, ça veut. Voilà. On refait un tour. Voilà. Alors là, on fait attention parce que là si on continue d'appuyer, plouf. Et on peut pas la tourner? Mais si. Ah oui. Ce que je fais. Parce que moi, quand je fais ma petite pâtisserie, Florence, au bout d'un moment, je la tourne, ma pâte. Oui, et moi aussi. Ah, d'accord. J'arrive ici très tôt le matin, je repars très tard. C'est un bonheur de se lever le matin pour venir travailler. Et j'ai beaucoup de mal à décrocher. Ce métier est envahissant, mais je dirais passionnément envahissant.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier qui est donc devenu le vôtre, potière? La création, j'adore décorer, parce que j'ai plusieurs étapes dans mon métier. Il y a le façonnage, il y a le décor, il y a l'émaillage. Hein. Mais ce que j'aime, c'est le décor. En fait, c'est le fait d'apporter toutes ces couleurs à mes poteries. Je varie énormément les couleurs, mais tout est coloré ici. Même ma déco d'ailleurs. Et les gens sont très souvent surpris justement d'avoir autant de poteries avec autant de couleurs. Voilà, c'est ce qui me plaît énormément. Et aussi le contact de la clientèle, ce n'est plus le même. Pendant 23 ans, j'ai géré que du contentieux, j'ai eu que des métiers larmoyants. Les avocats, vous divorcez, vous avez une affaire prud'homale, un licenciement. L'assurance, je gérais les sinistres, donc c'était l'incendie, les accidents, etc. Donc c'était triste aussi. Donc pour des gens qui pleuraient tout le temps, c'était malheureux. Mais là, c'est tout l'inverse. En fait, les gens, vous êtes dans la maison du coup de cœur. C'est le sourire. J'ai des gens souriants, moi, souvent quand même. Donc ce qui n'a pas été le cas pendant 23 ans. Voilà. Et pourquoi avec une éponge humide? Parce que j'ai des cassures de terre. Ah, je les vois. Donc, je lisse en même temps ma terre. Oh, dites donc, c'est un métier, hein? Oui, oui, puisque je suis allée à l'école pour. Hein. Ah ouais, 2 ans, et moi, vous me demandez en 2 minutes de vous faire une batterie de couteau, là. Et que ça c'est saute. pas égal, hein, et que ça saute. Hein. Et comment vous avez atterri à Turcan, alors? Quand je suis arrivée pour prospecter en novembre 2011, il faisait très, très beau ce jour-là. Et je ne connaissais pas la Loire. C'était magnifique, il y avait tous ces trouglots qui étaient baignés de lumière. La Loire, moi je ne connaissais pas la Loire, c'est une région que je découvrais. C'était magique et je me suis dit, mais c'est là qu'il faut que je sois, c'est vraiment là, pourvu que ça marche. Et je suis arrivée là 1 mois plus tard. J'ai tout plaqué là-haut en Normandie, j'ai déménagé, pris mes petits meubles et je suis arrivée là en urgence. Et tout a commencé. Et on veille bien à ce que la pointe là soit à l'extérieur, donc c'est parfait. Ouais. C'est bien, voilà, c'est bien d'avoir tourné. Donc là, il n'est pas plan. C'est le premier. C'est mon premier porte-couteau, voilà, hein, quand même, hein. Bon, alors, donc. Pendant que je poursuis la fabrication de ma petite ménagère, on file à la rencontre d'une personnalité du Saumurois. Laurence, son truc à elle, ce sont les champignons. C'est l'une des dernières petites productrices de cette ancienne région phare du champignon. Voilà, comme ça c'est bien. Les journées de Laurence débutent tôt, très tôt. Il est 4h30, elle récolte des pleurotes poussées dans la nuit. Oui, c'est à la texture que je les récolte. Celui-là, il ne faut pas qu'il attende plus, quoi. Voilà. Allez, ça suffira. Ça, c'est la vie du champignon. D'abord, de toute façon, moi, ça me correspond. J'adore le matin. De voir l'aurore se lever, pour moi, ça fait partie de ma vie. Voilà. Je suis accrochée aux champignons depuis que je suis en âge de marcher. Déjà, j'avais l'habitude d'aller récolter les champignons avec mon papa. Hein. Depuis toute petite, ça me branche, comme on dit. Aujourd'hui, Laurence les cultive, ces champignons, dans des caves de tuffeau à l'ancienne, et elle les vend sur plusieurs marchés de la région. Aujourd'hui, direction Angers. Alors, je vais prendre des pleurotes de tombeau. C'est un peu comme une drogue, cette odeur-là. Ça prend et ça... Ah oui, hein? Non, ça doit vous faire cet effet. Non, mais vous avez raison de dire ça. Hein. Chaque fois que je rentre dans mes petites caves, là, je suis tous les jours attirée. Et même le soir, avant de partir, je refais un tour. Un petit tour pour la route. Je peux pas m'en sortir. En quelques années, Laurence est devenue la star du marché, la spécialiste du champignon. Sa devise, la variété. Son but, proposer à ses clients des nouveautés, même les plus excentriques. Il y a 2 choses que je ne veux plus entendre, c'est « ça ne marchera pas » et le mot « crise ». Je crois qu'il faut aller chercher au fond de soi ce qu'on est vraiment. C'est venu tardivement parce que, comme on dit, je suis un peu, j'ose le dire, un peu original, mais maintenant, j'en fais quelque chose, quoi.
Aussitôt rentrée du marché, Laurence retourne à l'entretien de ses champignonnières. J'enlève, vous voyez, des petites taches vertes. C'est en fait une moisissure qui aime bien le shiitake. Car contrairement aux idées reçues, le champignon demande beaucoup de soins. On se dit ça pousse tout seul. Regardez dans la nature, c'est vrai à l'automne. Et encore. Mais c'est loin d'être vrai à toutes les saisons de l'année. Et puis ça dépend des variétés. Il faut l'observer sur plusieurs années, plusieurs saisons, bien comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça pousse pas. Une vie dédiée aux champignons. Laurence ne regrette rien. Marre du champignon, non. Ça obsède. Et ce que j'aime énormément, c'est tout d'un coup, c'est avoir une clé. Mais du fait de l'observation, du fait de la pratique, c'est la pratique quotidienne, l'observation, la répétition. Et à un moment donné, on a des clés, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas 10 ans avant. Et ça c'est sans fin. Son prochain projet, ouvrir une école du champignon. Ultime tentative pour sauver ce savoir-faire dont Laurence est l'une des dernières détentrices. Retour à la lumière, celle que renvoie la pierre à Turcan. Cette pierre que Christophe affectionne. Sculpteur autodidacte, Christophe vit et travaille dans son troglo. Il s'est installé un atelier chaleureux et poétique, un peu à son image. Bonjour Christophe. Bonjour. C'est votre travail, Oui, c'est mon travail, oui. La pierre. La pierre. Quelle pierre d'ailleurs? Celle-là, c'est de la pierre de Richemont, Poitou-Charentes, semi-dure, quoi. Alors comme il y a tellement de tuffeaux autour, moi je pensais tout simplement que vous travailliez le tuffeau. Non, il y a 15 sortes de pierres. 15 sortes? Il y a 15 sortes de pierres, mais il y a quand même, dans les 15 sortes, il y a quand même 3 tuffeaux. Un jaune, un bleu et un blanc. Vous êtes celui qui est le plus local en fait de tous les artisans, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Racontez-moi un peu d'où vous venez. Alors moi, je viens de Beaufort-en-Vallée. Je suis né à Beaufort-en-Vallée, dans la vallée, quoi. Après, j'ai tout le temps été amoureux des troglodytes. Et voilà, je suis un amoureux de la pierre, un autodidacte aussi, parce que j'ai découvert la pierre et depuis, je ne peux plus m'arrêter. Comment vous l'avez découvert alors? Racontez-moi un peu comment c'est arrivé pour vous. Je suis rentré chez une artiste qui habite les Rosiers-sur-Loire et quand j'ai vu ses sculptures, je me suis senti capable. Et alors, je suis rentré chez moi, j'ai pris une pierre de la maison de mon père, une pierre de tuffeau. Et ce qui est bizarre, je n'ai pas dessiné sur la pierre et c'est la femme, la fécondité qui est venue directement, quoi. Et depuis, je ne me suis plus arrêté. Je me laisse aller tout le temps. Je regarde la pierre, c'est comme quand on voit des nuages, on voit des formes. Ben là, je casse la pierre et d'un coup, il y a des formes qui apparaissent. Puis après, c'est tout le chapiteau qui se fait tout seul, quoi. Vous aimez aller dans la nature et sculpter? Ah oui. Après, je vais souvent sur le bord de la Loire, ramasser les pierres à trous, le bois flotté, les roseaux de Loire pour faire du cordage. Voilà, il y a plein de produits de la Loire qui sont merveilleux, quoi. Puis je suis un enfant de la Loire aussi, quoi. Donc c'est là que vous puisez votre inspiration? Ah oui, avec ce fleuve, oui. Il y a quand même un geste, Oui. Ça, vous avez appris seul? Tout seul. Non, parce que moi, vous me mettez tout seul avec un bloc de pierre, je suis pas sûre de sortir une chaussure. Je ne sais pas. Moi, je ne savais pas. Si. Moi, j'ai une petite idée quand même. Quelle est la dernière pièce que vous ayez créée, par exemple? Alors là, je suis dans les petits cèpes de vigne, là, qui ont des formes très humaines, quoi. Là, il me reste une paire de chaussures à faire à mon petit cèpe de vigne, et puis peut-être y mettre une bouteille à la main, comme c'est un cèpe de vigne. Voilà, le rando joyeux, il a bu un bon petit coup, quoi. Elle remplit déjà son rôle de chaussure, elle avance toute seule. Voilà. De vous retrouver sur ce village de Turcan, qui est aussi réputé pour ses artisans d'art, c'est quelque chose qui a du sens pour vous? Oui, oui. De faire partie de cette communauté? Ah oui, parce que là, je suis dans la pierre, je suis dans mon élément déjà, quoi. Et puis, je pense que... Je trouve que les gens n'ont pas la même mentalité que la vallée, quoi. Je pense que la pierre envoie des bonnes choses sur les gens, quoi, ici. C'est différent, quoi. Je sens pas pareil de l'autre côté dans la vallée, c'est pas pareil, quoi. Ici, je sens... Il y a la vigne, il y a la Loire, il y a toutes ces troglodytes, c'est tellement beau qu'on se sent bien ici, quoi. C'est très magique ici. Ouais.
Si vous venez vous balader du côté de Saumur, je ne peux que vous inviter à pousser un peu plus loin jusqu'au village de Turcan. C'est pas très loin, à une dizaine de minutes, pour découvrir les ateliers de Pascal, de Florence ou de Christophe, ou l'un des autres créateurs installés dans ce village des métiers d'art. Passez une très très bonne semaine, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, au bord de la Loire ou sans doute pas très loin. Ah, attention, non, il y a tous les repose-couteaux que j'ai fabriqués tout à l'heure. J'ai bien fait de m'habiller en noir, non? Oui. C'est une bonne idée, moi je trouve, parce qu'en plus ça marque pas du tout. C'est ça qui est bien.